Ouais, je suis enregistrée. Oui, t'es enregistré. Toutes les bêtises que je veux dire sont... Tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous, docteur Valétrie. Ok, bon. Commence vite, je raccompagne monsieur, mais commence, merci. Bon, mais bonjour à tous. Je vais vous parler des urgences hémorragiques. J'ai choisi ce sujet-là parce que, bien sûr, ça fait partie d'un des motifs d'admission aux urgences. Et il faut savoir que l'un des premiers facteurs pronostiques sur lesquels on peut jouer, c'est notre rapidité de notre prise en charge. Et donc j'ai voulu vous rappeler la prise en charge des urgences hémorragiques pour qu'elles soient bien fraîches et pour que vous soyez systématique et rapide. Alors, un petit rappel sur ce que c'est un choc, et plus précisément le choc hémorragique. Donc un choc, c'est une insuffisance circulatoire qui va conduire donc à un défaut d'oxygénation tissulaire et donc à une défaillance d'organes. Et dans l'hémorragique, c'est dû simplement à une perte de sang majeure. Les étiologies, il y en a plusieurs. Les plus fréquentes sont dues à des hémorragies de l'appareil digestif, traumatiques et gynéco-obstétriques. C'est sur ces trois-là que j'ai décidé de vous parler. Les autres sont quand même moins fréquentes, mais notez quand même qu'il y a les gros anévrismes de l'aorte abdominale qui peuvent se rompre et qui sont des causes de choc hémorragique cataclysmique et bien catastrophique en général. Alors, dans le choc hémorragique, il va être important de savoir identifier un patient en hémorragie active et en choc. C'est parfois difficile parce que le saignement n'est pas toujours extériorisé. Et donc, on a des classifications qui sont là pour nous aider, pour essayer de déterminer l'importance de l'hémorragie. Ces classifications nous viennent des Américains. Elles distinguent nos hémorragies en 4 classes. Je vous en parle plus à titre informatif parce que ces classes sont souvent sous-estimées. Mais sachez qu'un patient qui en fait a déjà perdu presque 30% de sa capacité, enfin son volume sanguin, va encore avoir une tension qui peut être maintenue. Ah, ça se voit pas chez moi. Pardon. La flèche ne se voit pas sur... Ok, donc sa tension risque d'être maintenue, donc n'attendez pas que votre patient soit hypotendu pour le prendre en charge comme un choc. Soyez attentifs aux autres signes de choc comme les troubles de conscience, la fréquence respiratoire augmentée, la tachycardie et les signes d'hypoperfusion tissulaire. Faites aussi attention aux gens qui sont sous bêta-bloquants. En général, ils ne vont pas tachycardiser. Et les patients qui sont en bradycardie, qu'on appelle paradoxale, sont à risque d'ARCA rapidement. Alors, pour évaluer l'hémorragie, enfin l'importance de l'hémorragie, il y a un choc index qui est reconnu déjà depuis 3-4 ans, je pense, qui est facile d'utilisation. C'est la fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique et qui nous dit en fait que si on est supérieur ou égal à 1, on est déjà avec une hémorragie sévère qui risque très certainement d'avoir une transfusion massive. Donc c'est important déjà de l'utiliser même en pré-hospitalier pour pouvoir prévenir l'hôpital receveur et pouvoir anticiper par exemple une transfusion massive. Alors, le traitement du choc hémorragique, la première chose, la priorité, ça sera d'arrêter le saignement si c'est possible. Et en parallèle, c'est de gérer notre patient de manière hémodynamique. On va se baser sur l'ABCD pour être systématique. La partie AB ne va pas changer à la prise en charge des autres chocs, mais le C a certaines petites particularités. Donc, on va vouloir contrôler l'hémodynamique en volumisant notre patient pour éviter tout simplement des défaillances d'organes, notamment le désamorçage de la pompe cardiaque qui peut mener donc à un arrêt cardiaque. Mais le problème dans les chocs hémorragiques, c'est qu'en remplissant notre patient, on va l'hémodiluer, on peut aussi le rendre hypotherme, on va aussi créer parfois des hypocalcémies en fonction de nos produits qu'on utilise, et alors on va augmenter la pression au niveau du saignement, et tout ça va induire un risque de saignement majoré. Donc pour ça, il a été introduit et recommandé de limiter le remplissage au strict maintien des pressions artérielles recommandées, et ces pressions sont de l'ordre d'une PAM, donc une pression artérielle moyenne, à approximativement entre 60 et 65. Et chez le traumatisé crânien, on va préférer une PAM au-dessus de 80 pour maintenir un débit cérébral nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le remplissage? En premier lieu, on va prendre ce qui est accessible, donc les cristalloïdes, éviter toujours les colloïdes. En cristalloïdes, on va préférer le plasma-litre en premier lieu. Pourquoi? Parce que le physio va induire une acidose hyperchlorémique.
Et je vous dirais de faire attention avec le ringer lactate qui est souvent comparé au plasmalite, mais il est hypotonique. Et donc, il est plus dangereux pour les patients qui ont un traumatisme crânien, qui peuvent vite avoir un œdème cérébral sur le remplissage hypotonique. Lorsque notre patient en choc hémorragique ne répond pas au cristalloïde, on va vite instaurer un vasopresseur. Le vasopresseur de choix, c'est la noradrénaline. Il faudra l'instaurer sur une voie périphérique en premier lieu et puis par la suite peut-être une voie centrale. Et il est toujours instauré sur une voie veineuse qui sera dédiée à cet effet pour éviter d'avoir des bolus intempestifs. Alors maintenant, on va passer aux étiologies des chocs hémorragiques. Donc il y a l'hémorragique traumatique. Donc sachez quand même que le traumatisme sévère, c'est la première cause de mortalité chez le jeune et que le choc hémorragique peut représenter jusqu'à 40 à 50% des décès chez le traumatisé. Et on considère que c'est la principale cause de décès qui est évitable. Donc on peut vraiment améliorer notre prise en charge pour augmenter la survie de notre patient. Dans les chocs hémorragiques, on va traiter le patient en 3 branches. On va vouloir arrêter le saignement le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment la priorité qu'il faut retenir. Puis on va avoir aussi en parallèle la gestion hémodynamique dont je viens de vous parler. Et il y aura la gestion de la coagulopathie qui est induite par le traumatisme dont je vais vous parler juste après. Donc pour arrêter le saignement, parfois le saignement il est extériorisé, on peut déjà l'arrêter même en préhospitalier. Et on a souvent aussi des saignements internes qui là sont difficiles à contrôler et donc on devra les limiter. Alors pour les méthodes d'arrêt de saignement, il y a des méthodes assez simples, il y a les compressions, les compressions manuelles, il y a des pansements aussi compressifs comme le pansement israélien qui est facile d'utilisation. Et alors, il y a aussi les compresses hémostatiques. Tout ça nous vient en général des expériences militaires. Maintenant, on a aussi accès au garrot tourniquet. Je pense que c'est la base dans tous les SMUR. Et c'est devenu vraiment la règle pour arrêter un saignement d'un membre qui est à risque de mortel et qui est dû à un saignement sur un membre qu'on ne saurait pas arrêter par simple compression. Pour avoir certaines précautions avec le garrot tourniquet, il faut essayer de mettre le garrot tourniquet le plus large possible, avoir une pression minimale efficace pour éviter toutes les complications nerveuses et vasculaires qui existent avec le garrot tourniquet, et alors le laisser en place pour une durée aussi courte que possible. On sait qu'à partir d'1 heure, il y a des lésions qui apparaissent, et jusqu'à 6 heures chez les militaires, on a vu des patients qui n'avaient pas de lésions nerveuses. On va essayer de ne pas arriver jusqu'à 6 heures. Alors, d'autres méthodes pour arrêter les hémorragies, la ceinture pelvienne, c'est quand même la base pour les hémorragies dues aux fractures de bassin. Si vous avez le moindre doute, c'est qu'il faut la placer. C'est pas clair pour savoir quand la placer. On dit quand il y a des douleurs, quand il y a une instabilité visible ou à la sensibilité. En fait, c'est faux. Si vous avez un doute avec le mécanisme lésionnel ou si la patiente se plaint de douleurs pelviennes, il faut la mettre. Le patient qui a une hémorragie, enfin une plaie du scalp, risque très vite de saigner abondamment, donc ne pas hésiter à vite suturer les plaies avant de faire les examens ou même en préhospitalier. Et alors les 2 dernières images, c'est plus théorique, mais sachez qu'il y a des méthodes de sauvetage comme le bivona ou les sondes urinaires dans les lésions hémorragique faciale, mais alors là, c'est un peu plus controversé, le pronostic est moins bon, et alors on a surtout un risque avec les fractures de base du crâne, et comme on a un traumatisé facial, il est possible qu'il y en ait une, quoi. Alors, un petit truc pour le futur, peut-être qu'on va avoir le Xstat qui va sortir, donc c'est des petites éponges hémostatiques antibiotiques, et qui ont en plus un petit capteur radio-opaque dans chaque éponge, donc qui permettent d'éviter d'en oublier après l'extraction chirurgicale et qui va nous permettre de contrôler les plaies pénétrantes. C'est utilisé chez les militaires, ça a un bon résultat et j'ai vu que c'était en train d'être utilisé dans certaines études en France. Donc c'est commercialisé chez les civils du côté français. Chez nous, j'ai pas encore de nouvelles à ce niveau-là. Alors, on arrive maintenant à la 3e branche de la prise en charge des hémorragies traumatiques, c'est le contrôle de la coagulation. Les patients qui ont un traumatisé sévère sont à risque d'avoir une coagulopathie simplement induite par les pertes de sang, l'inflammation et la plaie. Et donc, il a été vraiment recommandé depuis 2010, grâce à l'étude CRASH, qu'il faut directement introduire un traitement par hexacil. C'est 1 gramme en 10 minutes et puis
une pompe de 1 gramme en 8 heures. Sachez qu'il faut l'introduire dans les 3 heures parce que la mortalité du choc hémorragique augmente si on injecte les acides après 3 heures. Donc il n'a plus d'efficacité et il augmente la mortalité. Ensuite, pour le contrôle de la coagulopathie, bien sûr, on va essayer de restituer tous les facteurs qui ont été perdus lors de l'hémorragie. Donc, on va essayer de rapporter des globules rouges, du plasma frais congelé, du fibrinogène et des plaquettes. Alors, toujours pensez à faire votre compact avant de transfuser votre patient, même si parfois on doit transfuser avec du O négatif parce que le patient est trop instable et on ne peut pas attendre la compact. Elle est nécessaire pour plus tard. Alors, au niveau des objectifs qu'on va se faire, donc pour commencer une transfusion, on ne va pas attendre notre hémoglobine pour savoir si on va transfuser. C'est notre clinique qui va nous dire si on doit transfuser le patient ou pas. Donc, s'il est instable et qu'il a une hémorragie active, on va commencer à le transfuser. Et pour savoir quand on va arrêter, on va quand même viser une hémoglobine à 7 voire 9 de grammes par décilitre. Chez les gens sans traumatisme crânien, on va être un peu plus élevé pour les gens avec un traumatisme crânien ou qui sont coronariens. Le plasma frais congelé, il est recommandé dans la littérature de le commencer en même temps que les bulles globulaires, mais c'est pas facile parce qu'il faut le décongeler. En tout cas, le ratio, il dit que c'est préférable d'avoir un PVC pour un culoglobulaire, voire 2. Après, quand on a un ratio plus élevé, la mortalité réaugmente. Le fibrinogène, toujours le cocher dans votre prise de sang. S'il est en dessous de 1,5 et que vous avez un patient traumatisé, il risque encore de saigner simplement parce qu'il a un trouble hémostatique à cause de son fibrinogène bas. Et donc, on va instaurer un traitement avec 3 grammes pour une personne de 70 kg. Je n'ai pas trouvé de dosage en fonction du poids. Donc, je ne sais pas vous en dire plus. Pour les dans ces situations-là, ça va être 3 grammes pour tout le monde. Voilà. Pour les plaquettes, parfois c'est difficile de savoir comment instaurer. En général, nous, on va instaurer les plaquettes si on est dans un protocole de transfusion massive. Sinon, on peut se permettre d'attendre le dosage des plaquettes et on va viser plus de 50 000 pour un patient normal et plus de 100 000 si c'est un traumatisé crânien. Si vous avez accès au thromboélastogramme, donc le Rotem, mais ce n'est pas le cas ici, sachez qu'on peut évaluer les plaquettes en 5 minutes, donc directement. Donc la version que j'ai, c'est 1 pour 6. Ah, ce que j'avais vu longtemps. Les protocoles de transfusion. Pour 6 globules rouges, oui. 1 kg de plaquettes. Oui, les protocoles de transfusion de plaquettes, de transfusion massive sont différents en fonction des hôpitaux. Ah, ça, il n'y a pas de généralisation dans les recommandations. Il est juste recommandé d'avoir un protocole de transfusion massive. Les protocoles les plus simples et qui semblent quand même relativement validés, c'est du 1-1-1, mais ouais, c'est ça. Pas un pool complet, du coup, une unité de plaquettes. Ouais, donc, ça fait, puisque c'est 6 à 8 kilos, unités par kilo en général pour les plaquettes, mais parfois plus. Ça fait 1 kilo toutes les kills. Voilà. Alors, la troisième partie du contrôle de la coagulation chez le traumatisé, c'est bien sûr éviter d'avoir tout ce qui fait partie de notre triade létale. Donc on va viser une normothermie, 36 à 37 degrés, c'est assez simple, les couvertures de sauvetage, augmenter la température ambiante et surtout penser à réchauffer vos liquides dès que vous en avez la possibilité. Et sachez que dès que le patient est à 35 degrés, il y a déjà des troubles de la coagulation sur toutes les parties de l'hémostase, que ce soit au niveau paquetaire, les facteurs de coagulation et la fibrinolyse. Alors, si on sait lutter contre l'acidose, on va le faire. Donc, si votre patient est intubé, essayez de jouer sur la ventilation pour avoir un pH au-dessous de 7,2 parce que le problème, c'est le même, c'est que notre coagulation est altérée quand le patient est acide. Et alors, s'il vous plaît, pensez vraiment à votre calcium. Surveillez votre calcium quand vous transfusez et quand vous remplissez massivement vos patients parce que le calcium peut vite chuter. Et le calcium, il est très important pour le muscle cardiaque. Donc, on peut avoir des arrêts cardiaques simplement sur une hypocalcémie. Et il est aussi important pour l'hémostase du patient. On va viser un calcium ionisé au-dessus de 0,9 et on va traiter avec 1 g de chlorure de calcium à répéter. Attention que c'est en nivellant parce que c'est très tachycardisant. Et on préfère le chlorure de calcium au gluconate de calcium quand les patients sont choqués parce que le gluconate, pour avoir du calcium libre, il faut qu'il y ait une bonne perfusion hépatique. Et ce n'est pas le cas quand votre patient est choqué. Pour les traitements étiologiques, sachez qu'on va minimiser le sang
le temps de passage aux urgences si on a un patient instable. Donc si le patient est instable, malgré nos manœuvres de réanimation, on va le garder au lit, on va faire l'écho-fast, le radiothorax et la radio de bassin et vite diriger le patient en chirurgie pour un damage control surgery. Si on a un patient qui a été stabilisé ou qui est stable, on peut peut-être se permettre de faire le scanner avec injection qui nous permet de déterminer mieux d'où vient l'hémorragie. Dans ces deux cas-là, on peut quand même faire une échophase qui a une bonne sensibilité pour la découverte d'une hémorragie chez le traumatisé. Et alors, on va se baser sur nos critères de troubles de la coagulation, que ça soit biologique ou dû à la triade létale, pour savoir si on va faire du damage control ou pas. Alors, le cas particulier chez les hémorragies traumatiques, c'est la femme enceinte. La femme enceinte, c'est quand même une cause de mortalité très élevée chez la femme enceinte. C'est les traumatismes. Elle peut chuter simplement parce qu'elle a des pertes d'équilibre à cause de son gros poids. Elle peut être violentée ou avoir un AVP comme tout le monde. Le principe de base, c'est que c'est la mère qui prime par rapport à l'enfant. Sachez que la meilleure réanimation pour l'enfant, c'est la réanimation de la mère. Et pensez quand même qu'à partir de 25 semaines de terme, enfin de grossesse, l'enfant, le fœtus, pardon, est viable. Et donc, si on est dans une catastrophe où la mère n'est pas récupérée, on recommande quand même de faire ce qu'on appelle une césarienne post-mortem très précoce, en général dans les 5 minutes de l'ARCA, et ça permet d'avoir une survie correcte pour le fœtus. À partir de 25 semaines aussi, on est dans comme je l'ai dit, c'est un fœtus viable, donc se diriger vers un centre où il y a de la traumatome et également de la mat et éventuellement de la néonate. Et sachez qu'on ne doit jamais retarder la prise en charge de la mère en premier lieu, donc les radios, etc. seront toujours prises en premier lieu avant le risque. C'est pas très significatif. Alors, les modifications anatomo-physiologiques chez la femme enceinte sont importantes à connaître parce que ça change un petit peu notre prise en charge. La femme enceinte, elle est hypervolémique, donc parfois les signes cliniques peuvent être retardés pour une hypovolémie chez ces patients-là. Et à partir de 20 semaines, la patiente est à risque de faire un syndrome compressif de la veine cave, voire aortique inférieure, pardon. Et donc ça peut engendrer des hypotensions simplement parce que la femme est en décubitus dorsal. Pour savoir combattre ce syndrome, on met la patiente en décubitus mais latéral. Comme il est montré sur l'image, on peut le faire simplement si elle est immobilisée en mettant des draps sous la planche. Et quand on est dans un ARCA, on recommande plutôt de demander à quelqu'un de pousser sur le ventre. Alors, les complications hémorragiques traumatiques chez la femme enceinte, la plus grave c'est la rupture utérine, mais heureusement elle est rare. Par contre, il y a fréquemment des décollements placentaires, ça peut même arriver sur des petits traumas abdominaux. Donc ne jamais banaliser chez une femme enceinte, si elle veut se présenter aux urgences, toujours lui dire de venir. Ça a quand même une grosse mortalité fétale, 20 à 35%. Et ça a aussi son importance pour le risque de passage de sang fœtal dans le sang maternel qui risque une alloimmunisation si la mère est rhésus négatif. Et donc pour le diagnostiquer, on fait un test de Kleinower et s'il est positif, on introduit l'Eurogam dans les 72 heures. Alors, pour les hémorragies digestives, donc on va différencier deux types d'hémorragies digestives, il y a les hautes et les basses. La différence c'est l'origine, la haute ça sera au-dessus de l'angle de Treitz, donc au niveau gastro-duodénal. Les autres c'est tout ce qui est en dessous. Il y aura 80% des hémorragies digestives qui seront dues à une hémorragie digestive haute et la mortalité est plus élevée dans les hautes, c'est 10% de mortalité, vous comparez à moins de 1% pour les basses. Les étiologies, elles sont variées dans les hémorragies digestives basses, je ne vais pas vraiment vous en parler. Par contre, pour les hémorragies digestives hautes, les deux pourvoyeurs d'hémorragie, ce seront les ulcères gastro-duodénales en premier lieu et puis les varices œsophagiennes. Le reste assez rare. La fistule aorto-entérique, il faudrait quand même la garder en tête parce que c'est assez cataclysmique quand ça arrive. Il faut y penser quand on a un patient qui a une chirurgie de l'aorte connue ou un anévrisme connu et il faut très très vite appeler la salle et le chirurgien. Alors comment savoir différencier les deux types d'hémorragie? Si votre patient est instable, il faut toujours présumer que c'est une hémorragie digestive haute. Si c'est de l'hématémèse, c'est sûr que c'est haut. Si c'est du méléna, c'est souvent haut, mais parfois ça peut être bas aussi.
Et attention, surtout, c'est pour les rectoragies, soyez pas rassurés en vous disant ah, c'est une hémorragie digestive basse. Il y a quand même 10 à 15% qui sont dus à une hémorragie digestive haute, et c'est un facteur de risque, un facteur de gravité, parce que ça veut dire que votre hémorragie est tellement active que le tube digestif n'arrive plus à le digérer. Alors, je vais vous parler du traitement des hémorragies digestives hautes. Alors, un petit mot pour savoir évaluer la gravité. Le meilleur score, il y a plusieurs scores, mais le meilleur score, c'est le Glasgow Blatchworth, qui va se baser sur la clinique et sur la biologique, et va certainement, enfin, il va nous aider à déterminer si notre patient doit aller aux soins intensifs par après. Et donc, quand il est au-dessus de 7, il faut insister pour mettre notre patient aux soins intensifs. Alors, pour les hémorragies digestives, comment on va traiter? Le traitement est différent en fonction de l'étiologie. Si on est face à une hémorragie digestive sur varices œsophagiennes, on va devoir instaurer très très vite un traitement vasoactif et un traitement antibiotique. Chez les hémorragies non liées aux varices œsophagiennes, on va plutôt instaurer un traitement par IPP. Alors, sachez que le traitement supportatif, c'est le même. On a toujours une PAM instaurée à 65 tant que le saignement n'est pas arrêté. On va vite instaurer la noradrénaline si la tension n'est pas contrôlée avec le remplissage. Pour le traitement vasoactif, ça sera de la gliprécine. Sachez que la somatostatine a la même efficacité, sauf qu'elle est plus difficile à utiliser. C'est une pompe pour la somatostatine, la gliprécine, c'est des bolus. Donc c'est plus facile. C'est de la somato ici. Ouais. Le traitement par IPP, c'est pas recommandé sur les varices œsophagiennes, et c'est très recommandé pour les saignements autres que varices œsophagiennes, mais sachez que c'est pas indiqué avant, c'est pas formel avant l'endoscopie, et donc si vous n'avez pas assez de voies d'entrée, on peut très bien l'instaurer après ou pendant l'endoscopie. Alors, l'antibiotique dont je vous ai parlé, il faudra l'instaurer très très vite chez les patients qui ont une hémorragie sur varices œsophagiennes, parce que les patients cirrhotiques sont à risque de translocation bactérienne et donc de choc septique. De préférence quand même après des hémocultures, une culture d'urine et si possible une ponction d'acide, mais je pense que ça arrive très rarement. Et le traitement de choix, c'est la ceftriaxone 2 grammes. Pour la correction de la coagulation, c'est à peu près la même chose des deux côtés, c'est à peu près la même chose que dans les chocs hémorragiques. Faites attention que l'INR peut être perturbé chez un patient qui est cirrhotique simplement dû à sa cirrhose. Et donc là, on ne contrôlera pas un INR chez les patients cirrhotiques. La vidange de l'estomac se fait par l'érythromycine. Il n'y a plus d'indication de lavage gastrique, que ce soit thérapeutique ou diagnostique. Et le traitement, c'est l'endoscopie. Donc l'indication, c'est dans les 24 heures si on a une hémorragie qui n'est pas liée aux varices œsophagiennes et qui est stable. Et c'est aussi rapidement possible si les varices œsophagiennes, de préférence dans les 12 heures, et beaucoup plus rapidement si votre patient est instable. Voilà. Un petit mot sur l'hexacil. On pensait que ça allait être recommandé aussi pour les hémorragies digestives, mais on a une étude qui date de 2020, Altid, qui a été assez bien faite, qui montre qu'il n'y a aucune prévalue à le mettre. Il n'y a pas d'amélioration de la mortalité, ni une diminution du risque de ressaignement. Donc l'hexacil n'est pas indiqué pour les hémorragies digestives. Si vous avez une hémorragie cataclysmique qui n'est pas compensée par l'endoscopie, sachez qu'il y a quand même une méthode de sauvetage pour les varices œsophagiennes, c'est le tamponnement par sonde de Blackmore et Minnesota. La Blackmore n'est plus commercialisée depuis cette année, donc ça sera plus qu'à Minnesota, mais c'est un pronostic assez mauvais quand il y a des complications, parce que les complications sont la perforation œsophagienne ou les ulcères de la sphère ORL ou œsophagien, et donc là il y a 95% de mortalité, donc c'est assez catastrophique quand ça arrive. Et on n'en a pas. Oui, vous en avez pas. En réanimation? J'ai pas demandé à la réa, mais... On n'a pas demandé en réa, mais en tout cas j'ai en demandé à endoscopie, l'endoscopie, ils n'en ont pas. Ah ouais. Non, bah... Ici dans nos vieilles riquettes, on en a pas. Non, on n'en a pas. On a un truc pour les pneus du SMUR, on peut peut-être bidouiller quelque chose, mais c'est tout. Le kit pneu, là, tu vois. Alors, dernière cause des hémorragies dont je vais vous parler, c'est les hémorragies en gynéco-obstétrique. Je vais différencier les obstétricales des gynécologiques. Les obstétricales, pardon, je vais y arriver, sont en général celles qui sont le plus cataclysmiques et à risque de faire un choc.
Sachez toujours que si j'ai une femme en âge de procréer avec une hémorragie génitale massive, on doit toujours la considérer comme une grossesse extra-utérine et donc toujours aller faire un HCG chez ces patientes-là. À partir du 2e et 3e trimestre, les deux étiologies les plus fréquentes sont le placenta prévia et l'hématome rétroplacentaire. Il y a 2-3 petits trucs pour savoir les différencier au niveau de la clinique. C'est qu'un placenta prévia va présenter des saignements parfois avec des caillots, il y aura parfois des contractions utérines et ça ne fait pas mal. Par contre, l'hématome rétroplacentaire fait mal, il y aura un utérus de bois, donc vraiment très hypertonique, et il y aura des pertes de sang aussi qui seront soit minimes, soit très très majeures. Pour le traitement de l'hématome rétroplacentaire, ben, si c'est minime, c'est le repos strict, mais si c'est majeur, c'est l'accouchement immédiat. Pour le placenta prévia, faites attention de ne jamais faire de toucher vaginal parce que vous êtes à risque de déclencher l'hémorragie cataclysmique simplement en grattant le placenta du patient en touchant le col. Et là, ça sera un traitement par accouchement immédiat par césarienne, il n'y a pas d'autre moyen possible. Alors, les autres hémorragies qui peuvent arriver, c'est les hémorragies de la délivrance, donc qui arrivent en postpartum, souvent dans les 24 premières heures, mais qui peuvent arriver jusqu'à 6 semaines après. C'est quand même la première cause de mortalité chez la mère dans le monde. 80% des cas sont considérés comme évitables et on a souvent un retard de diagnostic chez ces patientes-là. Et les étiologies, ben, les 3 causes principales, c'est l'atonie utérine, la rétention placentaire et les lésions de la filière génitale. Et donc la prise en charge, je vous ai mis ici, oh merde, on le voit pas. On le voit pas. Mais non, c'est trop petit. Donc je vous ai remis ici, mais c'est pas trop grave, hein. Je vous ai remis ici la prise en charge recommandée par la SPAR en 2019. Il faut être très rapide, hein. Sachez que la priorité c'est la rapidité et il faut très très vite sonder la patiente, mettre 2 voies d'entrée, la remplir, mettre l'hexacine, mettre votre ocytocine qui permet de lutter contre l'atonie utérine et revoir au niveau de la filière génitale s'il y a des plaies et si le placenta a bien été délivré. Et alors directement en même temps appeler votre gynéco parce que tout le reste de la prise en charge c'est en salle d'op. Donc si ça ne fonctionne pas dans les 30 minutes, c'est directement la salle d'op, la délivrance sera artificielle et ils verront s'il faut même aller en chirurgie et faire une hystérectomie. Il y a une place pour le cathé aussi. Il y a une place pour l'embolisation. Pour la radio interventionnelle qui est en train de se développer à l'OB, mais de là à dire mais l'embolisation, c'est si votre patiente a été stabilisée. Ouais. Donc, alors sachez, il y en a ici, mais c'est les gynécos qui les placent, hein, c'est pas nous. Quand ils n'arrivent pas à contrôler l'hémorragie, ils mettent des sondes de Bacri, qui sont des sondes qui vont aussi aller tamponner le vagin. On met 450 cc dans la sonde et alors elle nous permet un peu de temporiser et de voir vers quel côté on va, si on va vers la chirurgie, vers l'embolisation, si le patient a réussi à être stabilisé. Pour les hémorragies gynécologiques, c'est un motif fréquent de consultation, que ce soit aux urgences ou en gynéco. C'est rarement grave. Si c'est massif, il ne faut pas essayer de tamponner le vagin parce qu'il y a un risque septique très très important. Toujours penser à l'étiologie gravidique chez la femme enceinte, chez la femme en âge de procréer. Et parfois, c'est 20% des femmes qui ont des ménométroragies sont dues à une cause de coagulation. C'est souvent la maladie de Van Willebrand, donc ne pas non plus banaliser si la patiente revient à répétition. Ça, c'est les étiologies des causes gynécologiques. On distingue les femmes qui sont ménopausées et les femmes non ménopausées. Je vous les ai remis pour que vous le sachiez, mais je ne vais pas en discuter plus que ça. Un petit mot sur les anticoagulants. Il y a 3 classes d'anticoagulants, les antivitamines K, les NOAC et les héparinoïdes. Je vais vous parler des antivitamines K et des NOAC. Ça, je suppose que vous savez, pour les antivitamines K, on a un antidote, c'est la vitamine K, qui sera instaurée directement dès qu'on a un patient qui est en hémorragie grave sous AVK. On stoppe l'AVK, bien sûr, et si notre INR est non disponible, on commence directement chez vous, c'est l'Octaplex maintenant, à 25 unités par kilo. Et si notre INR est disponible, mais vous n'avez pas les moyens de faire un INR check ici, ben alors là, on instaure l'Octaplex selon l'INR de départ. Pour les NOAC, il faut savoir quel NOAC a été pris, à quelle heure, parce qu'en fonction de l'heure, on sait déterminer si le NOAC est encore circulant ou pas.
S'il y a moins de 6 heures de prise, on peut aussi instaurer un traitement par charbon de bois activé. Ça diminue de manière assez importante le taux de circulant de NOAC. L'antidote, il en existe pour tous les NOAC finalement, mais celui qui est accessible, c'est le Praxbyte. Donc c'est l'antidote du Pradaxa. Il coûte très très cher, 1000 à 2000 euros aux frais du patient. Donc il faut quand même y réfléchir avant de l'instaurer, mais si c'est une urgence vitale, il ne faut pas hésiter. Il est disponible ici. C'est 2,5 grammes en 2 fois en 15 minutes. Et sachez qu'il y a un effet rebond du Pradaxa dans les 12 à 24 heures. Mais votre patient ne sera plus chez vous normalement. En pratique, il est en réel, le Praxbind, et en pratique, ce n'est pas l'Optaflex qu'on a, c'est le Confidex. Ah oui, vous avez encore changé. On a encore changé depuis quelques semaines, ouais, c'est le Confidex. Ouais. Qui est aussi cher. Oui, c'est la même chose, ils ont négocié. C'est exactement. Voilà, c'est une question de pharmacie, mais c'est la même chose. Et sachez, à titre informatif, qu'il y a quand même un antidote du Xarelto et des Lepris qui existe, mais il n'est pas encore en commercialisation libre. C'est la Dexanet Alpha, il est en train de montrer quand même des bons résultats. Je pense que dans plusieurs années, ça va quand même sortir. Et s'il n'est pas indisponible, ben, c'est encore le Confidex à instaurer comme traitement. En conclusion, ben, la mortalité du choc hémorragique, ça reste quand même élevé. C'est considéré comme des morts évitables et donc le facteur pronostic le plus important, c'est le temps. Donc s'il vous plaît, agissez vite et de manière systématique. Toujours faire une hypotension permissive tant que le saignement n'est pas contrôlé pour toutes les causes de choc hémorragique. Instaurez l'hexacil dans les moins de 13 heures chez les traumatisés ou en obstétrique. Corrigez votre triade létale. Et alors chez les hémorragies digestives sur varices œsophagiennes, instaurez la terlipressine ou la somatostatine et les antibiotiques aussi vite que possible. Voilà. Merci. J'ai une petite question, moi Charlotte, tu parles d'hypotension permissive, oui. D'accord, parce que le patient a priori est en choc hémorragique, enfin tu penses, mais il y a parfois des gens qui saignent la rage, qui sont hyper tendus sévères, en plus très stressés, machin, oui. Et en fait paradoxalement ils ont 18 de tension en même temps. On ne va pas induire une hypotension dans ces cas-là. On va pas mettre de ridène, on est d'accord. Enfin voilà, on va contrôler essayer de contrôler l'hémorragie, mais est-ce qu'on va mettre du ridène pour que ces gens se retrouvent à plus à 200 de tension? Ça dépend. Dans les chocs hémorragiques sur une hémorragie incontrôlée, non. Dans les dissections, c'est quand même recommandé. Donc dans les dissections, on recommande de faire baisser sa tension. Mais pas en bolus, hein, dans les dissections. Oui, c'est ça. Ouais. Pour éviter les pics et les vallées qui sont délétères dans la dissection. Je vais plus trouver. De pression qu'il y a sur les parois, etc. Ouais. C'est plus pour ça. Et si je ne me trompe pas, on va préférer les nitrés ou les bêta-bloquants que le ridène, hein, qui justement fait beaucoup de pics et de vallées. Oui, c'est ça. Ok, voilà. Super. Y a-t-il des questions chez les connectés? C'est toujours un peu un moment de solitude. Vous connaissiez le choc index? Non, enfin si, je l'avais déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais utilisé. Oui, c'est surtout les Français qui l'utilisent parce qu'ils ont de plus grandes distances, des centres qui sont moins adaptés pour les traumatisés sévères, et donc comme ça ils savent vers quel centre ils doivent se diriger. Et ils sont même, les Français, sont en train, je pense qu'ils le font déjà, ils introduisent la transfusion en préhospitalier. Et donc parfois ils peuvent déclencher un apport de sang sur place. Donc en fonction de ça, mais... Le choc index, c'est quand même assez évident, quoi. Hein. Ouais. Quand ta fréquence cardiaque est au-dessus de ta systolique, t'es quand même mal parti. Mais ça a une meilleure valeur que de prendre la fréquence cardiaque et la systolique seule, par contre. Oui, c'est ça, seul. Mais enfin, tu sais que le choc, c'est la tachycardie, puis l'hypotension, et puis l'hypotension bradie et l'arrêt. Ouais, c'est ça. Et donc, sachant que tu as 9 de tension pour 125 de pouls, bon, ben, tu sais que ton patient est en choc. Mais c'est bien de le codifier. Quelqu'un peut publier, du coup, tout un tas de trucs. C'est bien, ça fait plaisir à quelqu'un. Mais je crois que la clinique qu'on pratique tous les jours, en fait, on fait ce choc index. Enfin, impressionnant. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était vraiment très clair. Très complet. Et assez large.
Nickel. Ok, super. Merci. Tu vas où, Charlotte, la prochaine? Tu vas où le mois